Suzy Beaulieu, bonjour. Bonjour. Donc, tu as été chercheur invité au département d'études romanes et classiques de l'Université de Stockholm Oui, pendant 3 mois. Est-ce que tu j'attends. pourrais te présenter? Oui, donc je travaille à l'Université Laval au département de langue linguistique et traduction. Et moi, ma spécialité, c'est la didactique du français langue seconde, l'acquisition du français langue seconde. Un petit peu de questions de sociolinguistique aussi là-dedans. D'accord. Alors, on commence par des questions traditionnelles hein, sur, sur la présentation notamment, et on pense à un lieu que tu aimes. Est-ce que Mhm. tu as un lieu en tête comme ça que tu aimes et qui pourrait un petit peu refléter ce que tu es? Ben, je sais pas si c'est un lieu Oui, qui reflète qui je suis, mais tu m'avais posé la question oui, pour que je me prépare. Et il y a un lieu ici à Stockholm que j'aime parce que quand je suis arrivée ici, comme tu l'as dit, il y a 3 mois, ben, j'étais un peu nerveuse, puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Je connais personne. Puis, moi, j'habite dans le quartier Sodomam et j'ai marché pour me rendre à Gamlastan. oui. Et là, je suis arrêtée à Slussen où les vélos, on a une vue de Gamlastan, on est encore à Sodomam. Et c'est tout près de Slussen. Et cet endroit-là, quand je me suis arrêtée, je me suis dit, ah, ça m'a calmée et je me suis dit, ah, mais quelle chance j'ai d'être ici, quelle belle ville, quel beau milieu. Puis, de jour en jour, j'ai pris l'habitude de toujours m'arrêter un petit 5 minutes là pour apprécier le fait d'avoir eu la chance d'être ici. Oui, donc tu as fréquenté finalement un lieu qui t'a plu quoi, durant ton Ah, ben séjour. oui, Ouais. ça c'est un parmi Oui. plusieurs. Oui. Est-ce que tu as un objet aussi comme ça, alors pas qui te définit parce que la question est un peu large, mais un objet que tu aimes particulièrement ou... Oui. Ben, en fait, moi, je suis pas très Hmm. matérialiste, mais je crois que un objet que j'aime, et c'est mon sac à dos. Parce que mon sac à dos, ben, il représente un peu tous les endroits. Il a vu tous les mêmes endroits que moi. S'il y a une petite tache ici, ben là, ça me rappelle, ah oui, ça c'est quand j'étais en coloc ou quand j'étais à Stockholm, par exemple. Donc, ouais, mon sac à dos, je pense que j'aime ça. Moi, j'aime voyager, j'aime le mouvement, j'aime découvrir des choses, puis le sac à dos, ben, ça m'accompagne bien. Alors tu as rappelé euh, que tu travaillais donc sur l'acquisition du français comme langue seconde. Oui, Tu as d'ailleurs appris le suédois ici, hein, je le signale, en 3 mois, un petit peu. c'est impressionnant. Quels sont les thèmes de prédilection, enfin, tes thèmes de recherche que au sein de l'acquisition de langue seconde? Enfin, qu'est-ce que tu fais en ce moment, en fait, sur le... Parfait. Hmm. Ben oui, j'ai quelques... En fait, je pense que mon idée, mon intérêt le plus grand, je pense, d'essayer de voir comment ce qu'on fait en salle de classe peut préparer les apprenants à vivre à parler français ou à interagir en français à l'extérieur de la salle de classe. Donc, cette grande question-là, initialement, ça me demandait de me questionner sur quel français on doit enseigner. Donc, évidemment, le français standard est à sa place pour développer l'écrit, mais ce qu'on pourrait dire de français un peu moins standard ou le français de la vie de tous les jours est très important parce que sinon, on a du mal à comprendre ce que les gens disent spontanément. Spontanément, on ne parle pas nécessairement comme en suédois. Je l'ai remarqué très rapidement qu'il y a des sons qui tombent, il y a des expressions de la vie de tous les jours qui appartiennent pas nécessairement au français standard ou au suédois standard que l'on doit maîtriser si on veut interagir avec les gens. Donc, d'un côté, j'ai essayé de décrire le français un peu naturel, spontané, à quoi ça ressemble pour pouvoir préparer les étudiants à ça. Puis, de l'autre côté, ben, je me questionne aussi à savoir, mais quelles sont les meilleures façons en salle de classe pour présenter ces choses-là? C'est très intéressant la perspective didactique parce qu'on a des cours justement sur les variétés de français, sur la Mmh. francophonie. Là, tu parlais de standards et de registres courants en fin de compte. Hein. Oui, C'est vrai que c'est toujours un problème parce qu'on a envie d'enseigner
le français standard, en fait. On a le français courant, ou alors on le signale, et ta démarche est un petit peu à l'inverse. Oui. Oui. Et la raison peut-être pour laquelle, personnellement, moi, j'ai eu des problèmes quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. Les gens on m'a signalé rapidement que mon anglais standard est un peu ennuyant. Oui. Que les gens n'avaient pas envie de discuter avec moi parce que ils voyaient pas ma personnalité, je pense. Et quand j'ai appris le portugais, ben, j'ai fait l'inverse. Là, j'ai appris le portugais courant et ça aussi, ça m'a créé des problèmes parce que je crois que les gens pensaient que j'avais peut-être pas beaucoup d'éducation parce que là, c'était trop courant. Oui. Donc, quand mon début de carrière, je l'ai passé dans l'Ouest canadien, où le français est une langue seconde, une langue minoritaire. Et les jeunes à qui j'enseignais, ben, ils avaient développé un français standard très spontané, mais les francophones majoritaires ou les francophones de l'endroit, et je sais pas, il y avait un décalage entre le français qu'ils produisaient puis leur habileté d'entrer en contact avec les francophones. Donc, moi, je me suis dit, mais il faut agrandir leur répertoire linguistique, puis eux, ils feront des choix. Donc, oui, il y a le français standard, voici le français courant, puis aller piger dans ces formes-là en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, ouais, c'est un peu pour ça. C'est intéressant ce que tu dis sur le français minoritaire, sur la perception, parce que on travaille beaucoup sur le français en contact, en fait, les variétés de français qui sont en contact aussi avec d'autres langues, parce que ça produit des phénomènes linguistiques et même sociolinguistiques intéressants, hein, quand on pense à, par exemple, le phénomène de diglossie ou de... Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de la situation au Canada? Parce que toi, tu as parlé de l'Ouest canadien, Oui. les différentes... quelle est la perception en fait du français? Comment tu vois aujourd'hui le français au contact d'autres langues Mais ça, c'est une très grande question. Peut-être que quand on pense au français au Canada, tout de suite, le réflexe, c'est de penser au français québécois. Puis, bien sûr, ben, c'est là où le français est parlé de façon majoritaire. Il y a des gens qui sont monolingues et qui parlent que français québécois. Mais quand on sort à l'extérieur du Québec, ben, il y a quand même une francophonie qui est bien vivante. À l'est de la province de Québec, on parle une autre variété de français qui n'est pas le français québécois, qui est le français acadien. Donc, au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, c'est une autre variété. C'est des gens qui ont été... ces gens-là ont été colonisés par d'autres Français qui venaient d'une autre région de France. Puis, de la province de Québec et à l'ouest, ben, on parle un français qu'on dit le français laurentien. Puis, plus on s'éloigne du Québec, mais plus les francophones sont en situation de contact intense avec l'anglais, mais ils réussissent quand même à faire... peut-être pas mener une vie complète en français, mais faire beaucoup de choses en français. Il y a des écoles francophones. Le français est bien vivant dans les autres provinces. Puis ça aide quand il y a des petites pochettes, on pourrait dire, là, il manque un mot, mais des agglomérats de francophones, mais ça aide. Parce que là, on peut avoir du théâtre, on peut avoir le cinéma, on peut avoir plein de festivals. Ça aide à maintenir la vitalité du français à l'extérieur. Donc, ouais, pour moi, c'est important de dire qu'il y a le français au Québec, mais il y a du français partout au Canada. Est-ce que tu vois en termes d'accent des différences entre, par exemple, le français laurentien dont tu as parlé, le français acadien, le français québécois? Est-ce qu'il y a des grandes différences au niveau phonologique? Oui, je dirais que oui, je crois. Là, je ne suis pas loin d'être spécialiste du suédois, mais je pense que c'est un peu la même chose. Hein, quand on entend un Québécois parler, il y a certaines régions qui ont des traits distinctifs. Donc, si on voit un petit peu à l'extérieur de la ville de Québec, il y a des régions où ils ont un A plus long, plus prononcé. Une autre région où c'est peut-être plus... Déjà, en français québécois, on a des diphtongues, mais une autre région où les diphtongues sont encore plus prononcés. Donc, on est capable d'identifier
d'où les gens viennent. Mais maintenant, les gens bougent tellement aussi que des fois, ça disparaît. Ces traits-là. Donc, je pense qu'il y a des gens quand les gens sont fiers de la région d'où ils viennent, ils n'essaient pas de les camoufler. Ou, ben là, ça ne veut pas dire qu'ils veulent camoufler ou s'adapter ou prendre les traits locaux. Je ne veux pas entrer en détail dans ce qui les motive à produire tel ou tel son, mais oui. Puis la même chose, ben, quand c'est quelqu'un de l'Acadie, on peut l'entendre. Si c'est quelqu'un de l'Ouest, ça s'entend rapidement. Est-ce qu'il y a des particularités aussi lexicales que tu as pu percevoir spontanément sans... Oui, je crois. Quand on va sur Facebook, par exemple, on a toujours les pages. Si tu viens de telle région, tu vas te reconnaître parce que toi, tu dis les choses, les expressions suivantes. Comme, par exemple, moi qui viens de l'Est du Québec, d'une ville qui s'appelle Matane, on a une expression qu'on a dit, qui est juste nous qui utilisons, qui c'est « ben manque ». Ça veut dire « probablement ». Mais là, j'ai peur de m'avancer, mais je crois que c'est pas tant lexical. Oui, il y a des expressions par région, mais ce qui va distinguer d'une région à l'autre, je crois que c'est plutôt l'accent. Oui. Est-ce que tu as des expressions en québécois que tu aimes particulièrement, c'est peut-être un petit peu difficile de s'interroger sur sa propre langue, qu'on parle naturellement, mais est-ce qu'il y a comme ça des... Il y a deux ici. Depuis que je suis ici, je pense que j'ai pas neutralisé, de toute évidence, j'ai pas neutralisé mon accent, mais je pense que j'ai neutralisé peut-être les éléments lexicaux qui feraient que ça causerait des problèmes de compréhensibilité. Et il y a deux éléments que spontanément, j'ai toujours envie de dire, mais que je sais que si je les dis, je ne serai pas comprise. Le premier, c'est « voyons ». Oui. Voyons pour marquer la surprise, voyons pour marquer le mécontentement, voyons pour... Quand on cherche quelque chose, on dit « voyons ». Ça, c'est un trait qui est très utile pour moi. Et l'autre, c'est une expression pour marquer qu'on est d'accord avec quelqu'un, puis qu'on est d'accord avec enthousiasme. Oui. Donc... c'est l'expression « maison ». D'accord. Et je l'ai enseignée à Clara, qui est doctorante ici, qui est Clara qui a un français européen, qui parle plutôt influencé par l'Europe. Et elle s'est mise à utiliser « maison », mais avec les nasales québécoises. Donc là, ça détonnait un petit peu. Oui. Mais oui, ça, je pense que c'est ça. « Voyons » puis « maison ». Maison, ça veut dire... Ça veut dire... Si tu me dis, Suzy... as-tu aimé ton séjour à Stockholm? Je veux dire, maison! Oui. C'est pour j'essaie de me rappeler comment on le dirait en France. Je pense que c'est... non, j'ai oublié. C'est pour marquer l'enthousiasme, ça, donc absolument. Oui, absolument. Absolument, maison, d'accord. Ça, c'est intéressant de voir... Et tu as parlé de la diphtongaison, tu sais, donc elle est beaucoup plus lente en dehors de Québec, c'est-à-dire qu'on marque encore davantage les diphtongues. Il y a deux, il y a une région qui utilise plus la diphtongue, je dirais que moi, ou que des gens qui viennent de la ville de Québec. Et il y a aussi la diphtongue, ça peut aussi marquer un peu de façon stéréotypée, mais le niveau social. Donc, plus on va faire une diphtongaison, comme par exemple, moi je vais dire mon père, ma mère, on entend la diphtongaison, mais il y a des gens qui vont aussi dire mon père, ma mère. Et quand on entend ces diphtongues-là, c'est associé à des gens, peut-être on dit « Oh, cette personne-là n'est pas allée à l'école beaucoup. Ou cette personne-là a un travail manuel. » d'accord. Ou clivage ville-campagne, peut-être? Peut-être, oui. Peut-être aussi. Donc oui, ces sons-là. Et nous, on a une étudiante au doctorat pour qui le français, c'est pas la langue maternelle. Et qui fréquente un Québécois de la région dont je te parlais. Et quand elle est présente, ces diphtongues sont très, très forts, comme si elle venait de la... Donc ça peut créer un clash. Pour moi, la première fois que je l'ai entendu,
on entend une présentation de quelqu'un au doctorat, mais avec des traits qu'on n'associe pas à quelqu'un qui a des études supérieures, par exemple. Et donc, finalement, ça rejoint tes recherches sur l'aspect sociolinguistique, quoi. C'est-à-dire comment on va presque catégoriser ou classer un peu les gens dans leur milieu social à partir de la perception de ces phénomènes linguistiques qui sont presque pas dissonants, mais qui vont attirer l'attention. Ça, oui. Ouais. Oui. Dans le nouveau projet, une des raisons pour lesquelles je rentre au Canada, c'est que j'ai ce nouveau projet-là où je travaille avec une sociolinguiste, Christine Ranke, et un autre linguiste appliqué, Leigh French, sur les perceptions que les gens de la ville de Québec ont des personnes immigrantes qui ont soit l'arabe, le chinois, l'espagnol ou l'anglais comme langue maternelle. Donc, c'est nouveau. La Ville de Québec, c'est nouveau qu'on reçoit beaucoup de... beaucoup, c'est pas encore beaucoup, mais qu'on ait plus d'immigration qu'avant. Donc, la Ville de Québec a été longtemps très homogène. Et là, c'est nouveau qu'on reçoit des nouveaux arrivants et qui restent. Donc, nous, on s'intéresse à plein de questions, dont, est-ce que les gens de la Ville de Québec... pas est-ce que, mais comment les gens de la Ville de Québec perçoivent ces nouveaux accents francophones-là dans la ville. Puis aussi, jusqu'à quel point c'est nécessaire ou utile de maîtriser le français québécois. Oui. Peut-être que c'est pas utile, peut-être que ça l'est. Donc, on a plein... Étant donné la situation actuelle de la Ville de Québec, ça fait que c'est un beau terrain de jeu pour explorer des questions d'acquisition, mais aussi des questions sociolinguistiques. Tu as parlé finalement d'acquisition et puis de migration. Hein. Oui. Tu travailles beaucoup sur la mobilité et l'impact, en fait, linguistique de cette mobilité. Oui, oui. Oui, puis ça, c'est un aspect. Et dans l'autre chose qui m'intéresse aussi, et l'autre projet que je vais commencer, c'est que dans les nouveaux arrivants qu'on reçoit, dans la Ville de Québec, on en reçoit beaucoup qui sont des gens qui sont peu scolarisés. Donc, ils ne savent pas lire et pas écrire pour plein de raisons dans leur langue maternelle. Et là, on leur a dit, maintenant, votre nouvelle maison, c'est Québec. Et il faut qu'on les prépare à participer à la vie quotidienne dans la Ville de Québec. Puis là, c'est mon défi qui est plutôt didactique en ce moment, c'est comment on fait pour enseigner une langue sans le support. Je sais. Moi, je me pose la question, est-ce que l'écrit est si important? Ces gens-là, ils sont souvent multilingues, de par leur parcours. Ils ont appris plusieurs langues sans maîtriser le code écrit. Donc, comment on enseigne le français, qui a une tradition, qu'on aime ça, enseigner la grammaire, puis faire des dictées. Donc, ça, c'est mon autre point d'intérêt. Ouais. Donc, sur l'alphabétisation, finalement, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une dépendance par rapport à l'empreinte écrite, par rapport au texte, chez des populations multilingues, mais qui n'ont pas de standard écrit, finalement. Exact. Ça, c'est intéressant. Savoir s'il y a une influence, si finalement, ils vont peut-être adopter encore plus la langue française à leur manière. Et aussi influencer son utilisation. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant, c'est un beau casse-tête pour le moment, mais j'ai la chance de travailler avec une école, avec des professeurs et une direction d'école qui sont vraiment ouverts à explorer plein d'avenues pour qu'on aide ces personnes-là. Parce qu'on veut aussi qu'ils apprennent l'écrit, on veut qu'ils apprennent à décoder. Quand ils ont à remplir, à compléter un formulaire, par exemple, il faut qu'ils sachent écrire, il faut qu'ils soient capables de lire. Donc, là, on est une belle équipe de gens où on se pose des questions, mais comment on y arrive, puis qu'est-ce qu'on met de l'avant, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait en deuxième.
Donc oui, ça c'est mes... Ouais. Mais on suivra avec grand intérêt tes recherches parce que c'est passionnant. Un grand merci en tout cas d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Et puis bon courage pour tes recherches. Merci. Et à très bientôt alors en ce moment-là. Merci beaucoup. Tack så mycket. Tack så mycket.